global. Les résultats sont formels, le pistolet découvert par la police est l'arme du crime. Dans la chambre de Jonathan Binet, les enquêteurs trouvent des preuves indiquant que l'arme a été en sa possession. Nous avons découvert un jean avec une balle de 9 mm inutilisée dans une poche. Nous avons trouvé un étui, des chargeurs et un badge de sécurité, ainsi que d'autres éléments indiquant qu'il possédait un pistolet. Toutes les preuves désignent Jonathan Binet. Mais quel pouvait être son mobile? Nous avons recherché tous les liens possibles. Est-ce qu'elle était cliente de la banque où il a été agent de sécurité pendant une courte période? Est-ce qu'ils faisaient leurs courses au même endroit? Le lien le plus étroit que nous ayons pu trouver est qu'ils détenaient tous deux une carte d'emprunt dans la même bibliothèque, ce qui est loin de constituer un lien étroit. Quelqu'un avait un mobile. Allen, le mari de Judy. Nous savions que le couple avait quelques problèmes relationnels. Nous avons immédiatement commencé à enquêter sur ce point. Est-ce que Jonathan Binet est l'intermédiaire qui a tué Judy Southern pour le compte d'Allen Southern? Jonathan Binet et Allen Southern se connaissaient-ils? Alors que les enquêteurs tentent de répondre à cette question, ils reçoivent un appel de la prison. Jonathan Binet veut passer aux aveux. Nous pensions qu'il allait nous dire qu'Allen Southern l'avait engagé pour tuer Judy, qu'il avait été payé pour commettre ce meurtre pour le compte de quelqu'un d'autre. La police doit envisager la possibilité qu'Allen Southern a engagé Jonathan Binet pour tuer sa femme. On nous a dit qu'un de ses collègues l'avait entendu dire qu'elle sentait qu'il allait lui arriver quelque chose et qu'elle pensait qu'Allen serait derrière tout ça. Malgré des recherches approfondies, la police ne peut pas établir de lien entre Jonathan Binet et Allen Southern. Aucune trace d'appel téléphonique ni aucun autre élément n'indiquait une quelconque relation entre les deux hommes. Allen a passé sans problème l'épreuve du détecteur de mensonges. Les preuves médico-légales désignent formellement Jonathan Binet comme étant l'auteur du meurtre de Judy Southern. Son ADN a été retrouvé sur les mégots de cigarettes abandonnés sur la scène de crime. Et il est le propriétaire de l'arme qui a servi à tuer la jeune femme. Pour autant, aussi invraisemblable qu'il y paraisse, les policiers sont encore incapables de définir son mobile. Tandis que les enquêteurs envisagent différents scénarios, Binet prétend avoir une confession à leur faire. Mais il ne la fera qu'en dehors de la présence de son avocat. Il voulait être condamné à mort. Il voulait la peine capitale. Il était prêt. Il a répondu à toutes nos questions. Il nous a tout dit, et même plus encore. Ce que Jonathan Binet dit aux enquêteurs fait partie des confessions les plus ahurissantes qu'ils aient jamais entendues. C'est le pervers sexuel. Excusez le manque de précision de mes termes psychiatriques. C'est l'accusé le plus dégénéré et le plus tordu que j'ai poursuivi au cours de mes 15 ans de carrière au poste de procureur. Quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Jonathan Binet avait avoué le viol de sa fille, âgée de 3 mois. Il savait donc qu'il finirait en prison, et ça lui faisait peur, au point de le pousser à commettre un meurtre. Il voulait être condamné pour meurtre, pas pour viol d'enfant, pour ne pas devenir un esclave sexuel en prison. Jonathan Binet déclare qu'il ne connaît pas la famille Southern et qu'Allen n'est pas impliqué dans le meurtre. Il était au bowling. Il ne peut pas être le tireur. Il n'existe aucune preuve scientifique, aucune preuve circonstancielle, aucune preuve de quelque nature que ce soit indiquant qu'il était présent lorsque sa femme a été tuée. Selon les preuves scientifiques et sa propre confession, Jonathan Binet a choisi la maison des Southern au hasard, en parcourant les rues sur son scooter. Il est entré dans la maison vide par une fenêtre ouverte, puis a coupé les fils du téléphone.
Son intention était de commettre un meurtre. Il allait donc tuer la première personne qui franchirait le seuil de la porte. Et il n'avait aucun moyen de savoir si ce serait Allen, Judy ou leur fils de 5 ans. Alors qu'il attendait, les preuves montrent qu'il s'est préparé à manger, à explorer les effets personnels de la famille et qu'il a même pris une douche. Judy est rentrée chez elle à 15h30 après sa tournée de factrice et elle a probablement trouvé la lettre de suicide de Jonathan Binet. Puis elle est tombée sur lui. Alors qu'elle essayait de s'enfuir, il a tiré à 2 reprises. Il l'a manqué une première fois, mais la seconde balle l'a touché à l'abdomen. Jonathan Binet est remonté sur son scooter et s'est enfui. Judy a utilisé son téléphone portable pour appeler son mari, qui est arrivé peu de temps après et l'a transporté le plus vite possible à l'hôpital. Comme elle a lu la lettre de suicide, elle connaissait le nom de son meurtrier. Elle décède à l'hôpital. Apparemment, il ne voulait pas être arrêté en tant que violeur d'enfants. Il a décidé qu'il serait un meurtrier et d'après ce que j'ai compris, il voulait tuer plusieurs personnes. Mon fils et moi-même ne sommes pas rentrés au bon moment pour lui. Jonathan Binet est déclaré coupable du meurtre de Jody Southern et du viol de sa fille. Il est condamné à mort. Ce qui est le plus troublant dans cette affaire, c'est que Jonathan Binet a choisi une parfaite inconnue. C'est ce qui est difficile à comprendre pour les membres du jury et surtout pour la famille de Judy Southern. Ce meurtre fait partie des crimes les plus déconcertants et les plus absurdes. Et il a presque abouti à l'arrestation d'Allen Southern. Une victime, pas un meurtrier. Heureusement, il y a les preuves. Et je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Elles m'ont disculpé. Malgré la nature étrange de ce crime et l'absence de témoins, la science a prouvé que Jonathan Binet a tué Judy Southern, même s'il n'y avait aucun lien entre eux. Ils ont pu prouver de manière incontestable qu'il était là. Aujourd'hui, les techniques scientifiques vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Et on est heureux qu'elles existent. Je ne ressens aucune pitié pour lui. Parce que la seule raison pour laquelle il l'a tué, c'est qu'il voulait être emprisonné pour meurtre, pas pour viol d'enfant. En fait, au début, nous étions plutôt inquiets parce que nous avions trop de preuves. Lorsqu'il n'y a aucun chaînon manquant pour le jury, vous savez, les jurés aiment déterminer eux-mêmes les rapports entre les faits. Mais tous les liens étaient déjà établis dans cette affaire. Cette affaire est sans doute l'une des plus ahurissantes que j'ai eu l'occasion de raconter au cours de cette série d'émissions. Car les 2 crimes commis par Jonathan Binet sont aussi détestables l'un que l'autre. Il viole sa fille, un nourrisson de 3 mois, puis il tue au hasard la première personne qu'il rencontre. Cela afin d'être condamné à la peine de mort et de ne pas avoir ainsi à endurer les sévices que les détenus infligent aux violeurs d'enfants dans les prisons. À une perversité insupportable s'additionnent barbarie et lâcheté. Face à des actes que les mots sont incapables de qualifier, nous ne pouvons que ressentir de l'effroi et nous interroger une fois encore sur les méandres ténébreux dans lesquels peut sombrer la conscience de certains de nos contemporains. Reconstituer le mode opératoire d'un assassin, comprendre son mobile, rassembler les preuves médico-légales pour prouver sa culpabilité et le faire comparaître devant un jury populaire sont, on le sait, les missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être mené à bien, cette quête exige patience et persévérance. Mais peut-on concevoir qu'une affaire ne soit réellement bouclée qu'au terme de 18 ans d'investigation?
La nuit est tombée en Oklahoma. Épuisé par la chaleur, Gary Elwood décide de se coucher tôt. Sa petite amie, Janet Haynes, veille un peu plus tard, puis le rejoint. Juste après minuit, ils entendent du bruit dans le salon. Gary se lève pour voir ce qui se passe. Elle l'a entendu appeler au secours, puis se battre contre quelqu'un. Bien sûr, après ça, elle était complètement réveillée. Janet accourt pour aider son compagnon, mais sans ses lunettes, elle ne voit pas bien. Elle a pu voir qu'il était en sous-vêtements et qu'il portait des gants. L'intrus poursuit Janet jusque dans la chambre où il la viole. Au cours de l'agression, il a essayé de l'assommer, puis de l'étrangler, pour lui faire perdre connaissance. Elle lui a dit qu'il n'était pas obligé de la tuer, et il lui a répondu que si. Mais elle a réussi à trouver les mots pour le convaincre de ne pas le faire. L'agresseur finit par partir au bout de plusieurs heures. C'est à ce moment que Janet découvre le corps sans vie de Gary. En état de choc, elle parvient tout de même à appeler la police. Elle me demandait « Il est mort ? Dites-le-moi. Je sais qu'il est mort. » Gary Elwood a été poignardé à mort. La police retrouve son corps près de la porte d'entrée. Il n'avait que 27 ans. Gary a été attaqué par surprise dans la salle à manger qui se trouve à l'avant de la maison. J'ai remarqué un impact sur une cloison en plâtre. Cela indique qu'il y a été projeté. Sa silhouette était pratiquement imprimée sur le mur. Gary était divorcé, ses affaires marchaient bien et il n'avait pas d'ennemis connus. C'était quelqu'un de bien. Il était intelligent, il savait où il allait, ce qui était important dans la vie. Il aimait les gens. Janet